Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique pour les classes de première scientifique. Notre vidéo va porter sur l'énergie mécanique. Installez-vous confortablement, vous êtes à École virtuelle africaine EVA. Mais avant de commencer notre cours, n'oubliez pas d'aller sur notre site internet EV Africaine pour découvrir toutes les merveilles qu'on a réservées pour vous là-bas. Bon, sans plus tarder, l'énergie mécanique, c'est la leçon d'aujourd'hui. Avant de parler d'énergie mécanique, à la leçon précédente, nous avons parlé d'énergie cinétique. Nous allons donc nous atteler à parler d'abord, dans un premier temps, d'énergie potentielle. L'énergie potentielle, de façon globale, c'est l'énergie que possède tout corps dû à la position relative de ses parties. Un ressort, par exemple, qui, dans un premier temps, va se trouver à une certaine position P. Dans un deuxième temps, va se retrouver à une position P'. C'est-à-dire sera soit allongé, soit comprimé, va posséder une énergie cinétique qu'on va appeler énergie cinétique élastique, définie par la relation énergie potentielle élastique 1/2 de kx carré. X ici représente son allongement ou alors son raccourcissement. C'est-à-dire que au départ, j'avais une certaine valeur L0, le ressort est dans sa longueur à vide. Ensuite, on va l'allonger, il va passer dans la longueur L. En faisant donc L moins L0, on obtient X. Ou alors, il est dans sa longueur à vide L0, on va le raccourcir, il va donc passer une longueur L'. Pour avoir donc X0, X, on va donc faire L0 moins L. Donc, dans tous les cas, X est égal à la valeur absolue de L moins L0. X représentant, comme je dis tout à l'heure, l'allongement ou le raccourcissement. Car c'est la constante de raideur du ressort. Chaque raideur est définie par une certaine constante. Vous allez voir des ressorts qui seront plus difficiles à étendre que d'autres. Donc c'est en fait dû à sa constante de raideur. La deuxième définition de l'énergie potentielle du pesanteur, c'est lorsque on a un fil, on va accrocher un solide au fil et qu'on va tourner le solide d'un certain angle θ. On va lâcher forcément, le solide va revenir. Le fil s'est tourné d'un angle θ, c'est-à-dire que le fil possède ce qu'on appelle la constante de torsion C. Maintenant, on a écarté le solide d'un angle θ. Pourquoi est-ce qu'on accroche un solide? C'est pour pouvoir mesurer de façon plus digeste l'angle de torsion du fil. Donc 1/2 de C θ point au carré. Donc ensuite, lorsque un système a plusieurs parties, je veux dire que lorsqu'un système se retrouve à une certaine position par rapport à ce qu'on appelle un niveau de référence, si le système est au-dessus du niveau de référence, étant donné qu'il est au-dessus et que le niveau de référence est en dessous, alors l'énergie potentielle sera définie par la relation MGH. Si le solide est sur le niveau de référence, il n'y aura pas d'altitude, l'énergie potentielle c'est 0. Maintenant, si le solide est plutôt en dessous et que le niveau de référence est ici, vous voyez qu'on a plutôt moins MGH, H étant la hauteur entre le niveau de référence et la position de l'objet. Donc de façon générale, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire un système à plusieurs parties, va posséder une énergie potentielle de pesanteur définie par mgz. Z étant la différence d'altitude entre la position de l'objet et le niveau de référence. Donc si on est au-dessus, mgh. Si on est sur le niveau de référence 0, si on est en dessous du niveau de référence, moins mgh. Voilà donc les trois expressions qui permettent de définir l'énergie potentielle. L'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle de torsion et l'énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, qu'on sait ce qu'on appelle une énergie cinétique et qu'on sait ce qu'on appelle une énergie potentielle, on va donc définir l'énergie mécanique comme étant la résultante de ces deux énergies-là. C'est-à-dire que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et la somme des énergies potentielles. C'est ça que nous avons écrit ici. L'énergie mécanique, somme des énergies cinétiques plus somme des énergies potentielles. Ça voudrait donc dire que si un solide qui, au départ, se trouve au sommet d'un plan incliné, effectue à la fois un mouvement de translation pour descendre et un mouvement de rotation, non seulement il va posséder une énergie cinétique de translation, une énergie cinétique de rotation, mais également une énergie potentielle de pesanteur. Si on tient compte que
l'horizontale par rapport au plan incliné représente le niveau de référence. Donc au départ, il y a une certaine position par rapport au niveau de référence. Donc il possède une énergie potentielle de pesanteur au départ de son mouvement. Donc l'énergie mécanique sera donc énergie cinétique de translation, énergie cinétique de rotation et énergie potentielle de pesanteur. Voilà donc la définition de l'énergie mécanique. Ensuite, on a un théorème extrêmement puissant ici qui s'appelle le théorème de l'énergie mécanique ou alors la conservation de l'énergie mécanique. En fait, lorsqu'un système est soumis à des forces extérieures et qu'il n'y a pas de force de frottement parmi ces forces extérieures, on conclut que le système est pseudo-isolé. On conclut que, en fait, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, conservation de l'énergie mécanique revient à dire quoi? Que l'énergie mécanique se conserve comme son nom l'indique, c'est-à-dire que la valeur reste la même au cours du temps. En faisant donc une variation, étant donné que ça reste la même au cours du temps, en faisant donc une variation, on obtient donc delta UM est égal à 0, puisque l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale. Donc, on a dit ici que l'énergie mécanique c'était l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ça veut donc dire que la variation de l'énergie mécanique, c'est la variation de l'énergie cinétique et la variation de l'énergie potentielle. En soustrayant variation de l'énergie potentielle de chaque côté, on obtient donc variation de l'énergie cinétique est égale à moins variation de l'énergie potentielle. Maintenant, nous disons que l'énergie mécanique est conservative, que ça se conserve. Un élément qui se conserve est constant. Par conséquent, sa dérivée est égale à 0. L'énergie mécanique évolue au cours du temps. On va donc dériver cette énergie mécanique par rapport au temps, puisque ça évolue par rapport au temps. On va donc dériver ça par rapport au temps et on obtient 0. 0 pourquoi? Parce que la dérivée des constantes est nulle, comme certainement votre professeur de mathématiques vous l'a dit. Donc, à partir de là, on comprend donc ce qu'on appelle énergie mécanique et énergie cinétique. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et laisser vos questions en commentaire.